Les oncles ne devraient pas jouer au pilote, m'a dit Kevin avec ce sourire supérieur que je connaissais si bien, en me regardant vérifier les systèmes moteurs du Gulfstream. Surtout les oncles qui ont passé leur vie à réparer des camions. Je me trouvais dans le hangar privé de l'aéroport régional de Westchester, accroupi près du compartiment moteur de l'avion qui brillait sous les lumières fluorescentes. Ma famille était arrivée quelques minutes plus tôt pour notre voyage prévu à Miami, et je pouvais déjà sentir la tension familiale s'installer. Le jet était impeccable, chaque surface polie reflétant les lumières du hangar comme un miroir. 75 pieds d'ingénierie aéronautique parfaite, avec des intérieurs en cuir italien et en bois dur qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie. Kevin s'approcha, ses chaussures de marque résonnant sur le béton du hangar, ajustant les boutons de sa chemise coûteuse tout en examinant l'avion avec ce regard calculateur que j'avais appris à détester. « Sérieusement, oncle Jerry » continua-t-il en passant la main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Tu pensais vraiment nous impressionner en louant cet avion privé? Ça coûte combien? 15 000? 20 000 pour le voyage? Je m'appelle Jerry Patterson et, à 63 ans, j'ai bâti un empire que mon neveu de 32 ans ne peut même pas imaginer. 3 entreprises de logistique vendues pour des sommes qui feraient s'évanouir Kevin s'il le savait. Des investissements dans la technologie qui ont été multipliés par 10 au cours de la dernière décennie. Une fortune qui me permet d'acheter des jets comme d'autres achètent des voitures. Mais pour Kevin, je serai toujours l'oncle Jerry qui a grandi en réparant des moteurs dans l'atelier de son père, l'homme qui porte encore des chemises à carreaux et des jeans délavés, qui conduit une camionnette Ford vieille de 10 ans et qui vit dans la même maison modeste où j'ai élevé ma famille. L'avion semble en parfait état, ai-je répondu calmement en fermant le compartiment moteur et en essuyant mes mains sur un chiffon. Prêt pour notre voyage. Kevin a ri, ce rire condescendant qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait montrer qu'il se considérait supérieur. Bien sûr qu'il est en état. C'est un jet privé haut de gamme. Ça coûte probablement plus cher de faire voler cet engin pendant 1 heure que ce que tu gagnes en 1 mois. Linda, ma sœur et mère de Kevin, s'approcha en portant son sac de voyage, le visage déjà empreint de gêne. Elle connaissait suffisamment son fils pour savoir qu'il ne faisait que commencer. « Kevin, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Ton oncle a été généreux en organisant ce voyage pour nous tous. » Généreux. Kevin haussa les sourcils de manière théâtrale. « Maman, il a probablement dépensé la moitié de sa retraite pour ce week-end fantaisiste. C'est un peu triste, en fait. » Patricia, la femme de Kevin, restait silencieuse à ses côtés, tripotant nerveusement la bandoulière de son sac Prada. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas contredire son mari en public, même lorsqu'il était clairement cruel. « Et si on rentrait s'installer » suggérai-je en me dirigeant vers les marches de l'avion. Le pilote a dit qu'on avait une vue imprenable pour le décollage. « Ah oui, bien sûr » dit Kevin en applaudissant sarcastiquement. Le pilote professionnel qui se demande probablement comment un mécanicien à la retraite a pu se payer ça. Je parie qu'il a vérifié 3 fois ta carte de crédit. Chaque mot était une petite lame, conçue pour me couper et me remettre à ma place, selon Kevin. Il avait perfectionné cet art au fil des ans, toujours soucieux de garder un ton qui semblait enjoué en surface, mais qui contenait suffisamment de venin pour laisser des cicatrices. Alors que ma famille montait les marches menant à l'intérieur luxueux de l'avion, je restais un moment dans le hangar, regardant mon neveu saluer le pilote avec cette fausse assurance de ceux qui croient appartenir à un monde qu'ils n'ont jamais vraiment conquis. Ce que Kevin ne savait pas, c'est que ce jet n'était pas loué. Je l'avais acheté 3 mois auparavant pour 8,5 millions de dollars, avec l'intention de l'offrir en surprise à Patricia et lui. Le voyage à Miami serait la révélation, le moment où je remettrais les clés et les titres de propriété à mon neveu que j'aimais malgré tout. Mais en le regardant ridiculiser ma prétendue naïveté financière alors qu'il se promenait dans la cabine de ce qui allait être son cadeau, je me suis demandé si cette générosité serait vraiment comprise ou simplement considérée comme une nouvelle occasion de l'humilier. Si vous suivez cette histoire de transformation et que vous êtes curieux de découvrir comment un simple commentaire malveillant peut complètement changer le cours d'un héritage millionnaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce que Kevin allait faire ensuite s'avéra être l'erreur la plus coûteuse de sa vie. L'intérieur du Gulfstream était encore plus impressionnant que dans mes souvenirs. Des sièges en cuir crème disposés en groupe propices à la conversation, des tables en acajou poli et un bar entièrement équipé qui ferait l'envie de la plupart des clubs privés. Kevin entra le premier, ses yeux parcourant chaque détail avec cette expression calculatrice qu'il utilisait pour évaluer la valeur de tout ce qui l'entourait. Il toucha le cuir des sièges, en testa la fermeté, examina les finitions comme un inspecteur à la recherche de défauts. « Bien, bien », murmura-t-il en s'asseyant dans le fauteuil principal avec l'air d'un propriétaire. « Je dois admettre, oncle Jerry, que tu t'es vraiment surpassé cette fois-ci. Cet intérieur a dû coûter une centaine de milliers de dollars rien qu'en rénovation. » Patricia s'installa timidement à côté de son mari,
ses mains nerveuses lissant sa jupe sur ses genoux. Linda choisit un siège plus éloigné, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. « C'est magnifique, Jerry, » dit Linda doucement. « Tu as fait un travail formidable en organisant tout ça. » Kevin rit, de ce rire rauque qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait rabaisser quelqu'un. « Un travail formidable ? Maman, il a littéralement juste appelé une entreprise de location et dit « Je veux le plus cher que vous ayez. » Il se leva et commença à explorer la cabine, ouvrant les compartiments, testant l'éclairage, touchant des commandes qu'il n'aurait pas dû toucher. C'était comme regarder quelqu'un inspecter une propriété qu'il envisageait d'acheter. « Cette télévision doit faire 70 pouces, » commenta-t-il en allumant le système de divertissement sans demander la permission. « Full HD 8K, son surround. Elle coûte probablement plus cher que ta voiture, n'est-ce pas, mon oncle ?» Chaque mot était une petite provocation, destinée à me rappeler constamment la différence perçue entre nos situations financières. Kevin avait construit toute son identité autour de sa réussite, et une partie de cette identité exigeait que je reste le parent pauvre de la famille. « Kevin, tu devrais peut-être t'asseoir, » suggéra Patricia nerveusement. « Nous sommes sur le point de décoller. »« Relax, Patty. Je profite juste de ce que l'argent de oncle Jerry nous a offert aujourd'hui. » Il ouvrit le minibar et examina les bouteilles. Du whisky de 25 ans d'âge, de la vodka russe haut de gamme, du champagne français. « Tu n'as vraiment pas lésiné sur les moyens, hein ?» Le pilote apparut à l'entrée de la cabine, professionnel et courtois comme toujours. « Monsieur Patterson, nous sommes prêts à décoller dès que vous nous y autoriserez. »« Monsieur Patterson. » Kevin haussa théâtralement les sourcils. « Écoute ça, maman. Même le pilote se prend au jeu de l'oncle Jerry. » Le pilote, habitué à gérer les passagers difficiles, se contenta de sourire poliment. « C'est le protocole standard que nous nous adressions aux responsables du vol, monsieur. »« Bien sûr, répondit Kevin d'un geste dédaigneux. « Allez, capitaine. Montrez à mon oncle comment on pilote un vrai jet. » Alors que nous nous préparions au décollage, j'observais Kevin poursuivre son exploration territoriale de l'avion. Il photographiait tout avec son téléphone, prévoyant clairement de poster sur les réseaux sociaux son expérience en jet privé, s'attribuant le mérite d'avoir pu offrir un tel luxe à sa famille. « Savez-vous combien coûte une heure de vol dans un appareil comme celui-ci » demanda Kevin une fois que nous étions dans les airs, s'adressant à Patricia comme si je n'étais pas là. « Environ 15 000 $ de l'heure. Notre voyage à Miami va coûter environ 45 000 $ rien qu'en carburant et en taxes. » Patricia semblait sincèrement choquée. « Autant que ça ? C'est le prix de l'ostentation, ma chérie. Certaines personnes dépensent des fortunes pour impressionner les autres, même quand elles n'en ont pas les moyens. » Linda s'agitait nerveusement sur son siège. « Kevin, ton oncle a travaillé toute sa vie. S'il veut dépenser ses économies pour offrir une expérience spéciale à sa famille. » Ses économies. Kevin éclata de rire. « Maman, tu n'as aucune idée du prix de ces choses. Oncle Jerry a probablement dépensé la moitié de toute sa retraite pour ce week-end. C'est irresponsable, au mieux. » Je restai silencieux, observant mon neveu construire son récit sur ma prétendue irresponsabilité financière. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que chaque commentaire cruel, chaque rire condescendant, était soigneusement catalogué dans ma mémoire. « Écoute, ne te méprends pas, » continua Kevin en se servant un whisky qui coûtait plus cher que ce qu'il gagnait en une semaine. « J'apprécie le geste. C'est sympa de voir oncle Jerry essayer de nous offrir le style de vie que Patricia et moi avons déjà connu. C'est même assez touchant. Le style de vie qu'il connaissait déjà. » Kevin conduisait une BMW financée, vivait dans une maison dont l'hypothèque représentait la moitié de ses revenus et utilisait des cartes de crédit pour sauver les apparences. Mais dans son esprit, cela le plaçait dans une catégorie sociale supérieure à la mienne. « J'espère juste que tu ne t'es pas endetté pour ça, » ajouta-t-il avec une fausse inquiétude. « Ce serait terrible si tu perdais ta maison à cause d'un fantasme de week-end. » Patricia jeta un regard à son mari qui aurait pu être de désapprobation, mais elle baissa rapidement les yeux lorsqu'il la regarda. Linda était visiblement gênée, tripotant nerveusement son alliance. Pendant les 2 heures de vol vers Miami, Kevin n'a cessé de commenter chaque aspect du jet, revenant toujours au même sujet. Combien il était impressionnant que son oncle pauvre ait pu se permettre une telle extravagance, même si c'était financièrement irresponsable. Il spéculait sur le coût du repas servi à bord, la qualité des vins, et même le prix de la décoration de la cabine. Chaque remarque était chargée d'une suggestion implicite que je vivais bien au-dessus de mes moyens. Lorsque nous avons enfin atterri à Miami, Kevin a été le premier à sortir, planifiant déjà à voix haute comment il allait passer les prochaines 24 heures de l'aventure coûteuse de l'oncle Jerry. Alors que nous marchions sur le tarmac vers les voitures qui nous attendaient,
Il a passé son bras autour de Patricia et a déclaré assez fort pour que tout le monde l'entende. « Eh bien, chérie, au moins maintenant nous savons ce que c'est que de voyager en première classe. Dommage que ce ne soit que pour aujourd'hui. » Ce que Kevin ne savait pas, c'est que ce jet était enregistré à mon nom depuis 3 mois. Que les pilotes étaient mes employés permanents. Que le hangar où ils s'étaient moqués de mon « fantasme du week-end » m'appartenait. Et que chaque insulte, chaque rire condescendant, chaque remarque sur ma prétendue insuffisance financière me convainquait que peut-être, juste peut-être, mon neveu n'était pas prêt à recevoir le cadeau le plus généreux de sa vie. L'hôtel où nous avons séjourné coûtait 3 000 $ par nuit pour une suite. Kevin n'avait aucune idée que j'étais propriétaire de 60% de l'établissement. L'hôtel Océan Front Royal à Miami Beach était encore plus impressionnant la nuit, ses façades de verre reflétant les lumières de la ville comme des diamants contre le ciel sombre. Nos suites occupaient le 32e étage, avec une vue panoramique sur l'océan qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Kevin avait passé les 20 dernières minutes à photographier chaque recoin de sa suite présidentielle, commentant à Patricia le coût estimé de chaque élément décoratif. « Tu vois cette baignoire en marbre de Carrare ?» m'a-t-il demandé depuis la salle de bain. « Elle coûte probablement plus cher que la voiture de l'oncle Jerry. Et regarde cette douche à jets multiples. 3 000 $ rien que pour l'installation. » J'étais dans la suite adjacente, en train de déballer mes vêtements simples, lorsque j'entendis la porte s'ouvrir sans invitation. Kevin entra comme s'il était chez lui, ses yeux scrutant mon espace avec cette expression évaluatrice familière. « Oncle Jerry, je dois te parler. » Sa voix avait un ton faussement inquiet que j'avais appris à reconnaître comme le prélude à une nouvelle humiliation. « Tu es sûr que tu peux payer tout ça? »« Bien sûr que je peux, » répondis-je calmement en suspendant une chemise dans l'armoire. « Non, sérieusement. » Kevin s'assit dans le fauteuil coûteux sans y être invité. « J'ai fait quelques calculs. Le jet, les suites, les repas que tu voudras probablement payer. On parle d'au moins 100 000 $ pour ce week-end. » Patricia apparut à la porte, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. « Kevin, ce n'est peut-être pas à nous de remettre en question. Bien sûr que c'est notre responsabilité. » Kevin se leva brusquement. « C'est de la famille. Je ne peux pas rester là à le regarder s'endetter pour des décennies juste pour nous impressionner. » Impressionner. Comme si chaque geste généreux que je faisais était une tentative désespérée pour gagner l'approbation de personnes qui se considéraient supérieures à moi. « Écoute, oncle Jerry, » a poursuivi Kevin en s'approchant avec cette expression de fausse inquiétude familiale. « Je sais que tu veux que la famille vive des expériences sympas, mais cela dépasse largement tes moyens. C'est irresponsable. » Le mot « irresponsable » résonna dans la chambre luxueuse que j'avais payée d'avance 3 mois auparavant. Irresponsable, venant d'un homme qui finançait tout son train de vie avec des cartes de crédit et des prêts. « On devrait peut-être annuler ce voyage, » suggéra-t-il en se dirigeant vers la baie vitrée. « Prendre un vol commercial demain matin, avant que tu ne dépenses encore plus d'argent que tu n'as pas. » C'est à ce moment-là que Linda et Patricia entrèrent ensemble, toutes deux semblant nerveuses face à la tension palpable dans l'air. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Linda en nous regardant tous les deux. « J'essaie de sauver ton frère d'une catastrophe financière, » déclara Kevin de manière dramatique. Il a clairement dépensé toute sa retraite dans ce week-end de rêve. « Kevin » le réprimanda Patricia doucement, mais il l'ignora complètement. « Non, Patty. Quelqu'un doit dire la vérité ici. Oncle Jerry vit dans un monde imaginaire, essayant de jouer au millionnaire alors qu'il devrait être plus prudent avec son argent. » Linda semblait maintenant sincèrement inquiète. « Jerry, tu as vraiment dépensé toutes tes économies là-dedans. » La question de ma propre sœur m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Elle aussi croyait que j'étais incapable de payer ce que j'offrais généreusement à ma famille. « Je peux tout à fait me le permettre, » répétai-je, mais ma voix sonnait moins convaincante, même à mes propres oreilles. Kevin éclata de ce rire cruel qu'il utilisait toujours pour montrer sa supériorité. « Oncle, tu conduis une Ford vieille de 10 ans et tu vis dans la même maison depuis 30 ans. Où trouverais-tu 100 000 $ à dépenser en un week-end » Patricia semblait mortifiée. « Kevin, c'est très personnel. » « Personnel ? On parle de responsabilité familiale ici. » Kevin s'est tourné vers Linda. « Tante Linda, tu ne penses pas que tu devrais intervenir avant que ton frère ne s'enfonce dans les dettes en essayant de nous impressionner ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Linda me regardait avec un mélange d'inquiétude et d'embarras, convaincue que Kevin avait peut-être raison. Patricia fixait le sol, honteuse du comportement de son mari, mais incapable de le contredire. C'est à ce moment-là, en voyant ma propre famille remettre en question mes compétences financières alors qu'elle séjournait dans la propriété dont j'étais en partie propriétaire, que quelque chose s'est brisé en moi.
La générosité que j'avais planifiée pendant des mois, le cadeau de 8,5 millions qui m'attendait dans les documents juridiques rangés dans ma chambre, me semblait soudain non seulement inapproprié, mais complètement erroné. Tu sais quoi, Kevin, ai-je dit lentement, d'une voix que je n'avais jamais utilisée avec lui auparavant. Tu as tout à fait raison. Tout le monde m'a regardé avec surprise. Ce voyage est au-dessus de mes moyens, ai-je poursuivi, en voyant le soulagement se répandre sur le visage de Kevin. Et tu as montré aujourd'hui exactement le genre de personne que tu es vraiment. Kevin sourit, interprétant mon aveu comme une victoire. Oncle Jerry, j'essaie juste de te protéger de... De quoi? L'interrompis-je. De faire preuve de générosité envers des gens qui ne voient pas plus loin que leurs propres suppositions? Le sourire de Kevin vacilla légèrement. Tu as passé toute la journée à m'humilier, Kevin. À me traiter comme un vieil homme pathétique qui essaie d'acheter le respect. À spéculer sur ma situation financière, à te moquer de mes choix, à me rabaisser devant ma propre famille. L'atmosphère dans la pièce changea brusquement. Linda semblait choquée, Patricia était visiblement mal à l'aise et Kevin avait complètement perdu son arrogance. Je ne faisais que me montrer pragmatique. Commença-t-il à se défendre. Tu étais cruel, dis-je fermement. Et aussi douloureux que cela soit à admettre, tu m'as appris quelque chose de très précieux aujourd'hui. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'étaler en contrebas. Certaines décisions changent tout, et j'étais sur le point d'en prendre une. Ce que tu m'as appris, Kevin, c'est que certaines personnes ne méritent tout simplement pas la générosité. Ce que mon neveu ne savait pas, c'est que cette conclusion venait de lui coûter plus d'argent qu'il n'en gagnerait dans toute sa vie. Et je n'avais même pas encore commencé à lui montrer exactement qui il sous-estimait. Ce soir-là, alors que ma famille dormait dans des suites qui coûtaient plus cher que ce que Kevin gagnait en un mois, je me suis assis sur la terrasse de ma suite avec vue sur l'océan et une tasse de café que j'avais préparée avec des grains qui coûtaient 200$ le kilo. Mon ordinateur portable était ouvert devant moi, affichant des documents dont Kevin n'aurait jamais imaginé l'existence. Des contrats immobiliers, des rapports financiers, des actions d'entreprise qu'il admirait sans savoir qui les contrôlait. Mes doigts ont parcouru le dossier numérique intitulé « Projet Famille ». 3 mois de planification minutieuse pour ce voyage, chaque détail pensé pour créer le moment parfait de révélation et d'union familiale. À présent, ce même dossier était devenu quelque chose de complètement différent. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à taper « Révision du testament, modifications urgentes ». Les mots apparaissaient à l'écran avec une clarté qui reflétait ma décision. Kevin avait passé les dernières années à construire son identité en me rabaissant. Chaque réunion de famille était pour lui l'occasion de montrer sa prétendue supériorité financière, son éducation privilégiée, sa réussite professionnelle par rapport à mon simple passé de mécanicien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque commentaire cruel, chaque rire condescendant, chaque moment d'humiliation avait été soigneusement catalogué dans ma mémoire. Et maintenant, enfin, j'avais tout le contexte nécessaire pour comprendre exactement qui était vraiment mon neveu. J'ai appelé mon avocat personnel, Harrison Mitchell, du cabinet Mitchell et Associates à Manhattan. Il était 2h du matin, mais Harrison était très bien payé pour être disponible 24h sur 24. Jerry, tout va bien. Sa voix trahissait une inquiétude immédiate. C'est rare que tu appelles si tard. Harrison, je dois apporter quelques modifications à mon testament. Des modifications importantes. Bien sûr. De quel genre de modifications s'agit-il? Je regardais par la fenêtre les lumières de la ville qui scintillaient comme des diamants dans l'obscurité. Je veux retirer complètement Kevin comme bénéficiaire de tous mes biens. Le jet, les propriétés, les actions, les fonds fiduciaires. Tout. Le silence au bout du fil dura quelques secondes. Harrison gérait ma fortune depuis 15 ans et savait exactement ce que cela signifiait. Jerry, c'est une décision qui représente 80 millions de dollars. Puis-je vous demander ce qui s'est passé? Il a montré son vrai visage aujourd'hui. Et je l'ai enfin vu clairement. Je comprends. Je vais préparer les documents cette nuit. Où voulez-vous que je redirige les actifs? J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Des organisations caritatives axées sur la formation technique des jeunes défavorisés. Plus précisément, des programmes qui enseignent la mécanique et l'ingénierie. L'ironie était parfaite. L'argent que Kevin pensait que je n'avais pas allait servir à aider des jeunes comme moi. Des jeunes que des gens comme Kevin considéraient comme inaptes à réussir. Jerry, tu es sûr de toi? Une fois signé, il sera très difficile de revenir en arrière. Harrison, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Après l'avoir accroché, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai commencé à rédiger des messages à l'attention des gérants de chaque hôtel, restaurant et entreprise de divertissement que je possédais à Miami. Les instructions étaient simples.
documenter toutes les dépenses de la famille Patterson pendant notre séjour, mais garder le secret absolu sur mes propriétés. Je voulais des registres complets de chaque dollar dépensé, de chaque service utilisé, de chaque courtoisie offerte. Pas pour les facturer, mais pour les montrer. Pour montrer à Kevin exactement combien son souci pour mes dépenses coûtait aux caisses dont il ignorait l'existence. Si vous suivez cette aventure familiale et que vous voulez voir comment une personne peut complètement sous-estimer ce qu'elle aime, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la fin de cette histoire. Le lendemain matin, Kevin est arrivé pour le petit déjeuner dans le restaurant panoramique de l'hôtel avec cette énergie confiante qui était devenue sa marque de fabrique. Il avait bien dormi, visiblement satisfait de sa performance de sauveur de la famille de la veille. « Bonjour, oncle Jerry », dit-il en tirant une chaise à la table donnant sur la plage. « Tu as bien dormi ? J'espère que tu n'as pas passé la nuit à t'inquiéter pour les factures. » Patricia et Linda étaient déjà assises, toutes deux semblant mal à l'aise à cause de la tension résiduelle de la veille. J'avais commandé le petit déjeuner le plus cher du menu, des œufs bénédicts avec du caviar, du saumon fumé importé et du champagne Dom Pérignon. « En fait, Kevin, j'ai très bien dormi, » répondis-je calmement en coupant mon saumon. « J'ai pris quelques décisions importantes pendant la nuit. » Quel genre de décisions ? Sa curiosité était immédiatement éveillée. Des décisions concernant l'avenir. La famille. Ce qui compte vraiment. Kevin sourit, interprétant ma réponse comme une confirmation que j'avais enfin vu la lumière concernant ma situation financière. Je suis heureux de l'entendre, mon oncle. Parfois, nous avons besoin de personnes qui se soucient de nous pour nous montrer la réalité. Linda m'observait avec inquiétude. Jerry, tu ne prévois pas de faire quelque chose de radical, n'est-ce pas ? Défini radical, répondis-je en prenant une gorgée de champagne qui coûtait plus cher que le loyer de Kevin. Kevin rit, de ce rire confiant et cruel. Allez, oncle Jerry, ne sois pas si dramatique. Tu dois simplement recommencer à vivre selon tes moyens. Il n'y a rien de mal à cela. C'est à ce moment-là, en regardant mon neveu me prendre de haut alors qu'il buvait le champagne que j'avais payé, assis dans une propriété dont j'étais en partie propriétaire, parlant de contraintes financières à un homme qui pouvait acheter toute son entreprise avec l'argent de sa poche, que ma transformation s'est achevée. Le généreux et patient oncle Jerry était mort la nuit précédente. À sa place naissait quelqu'un que Kevin était sur le point de rencontrer pour la première fois. Et lorsqu'il découvrirait qui était réellement assis à table avec lui, il serait trop tard pour tout, sauf pour les regrets. Après le petit déjeuner, j'ai suggéré que nous nous retrouvions tous dans le hall de l'hôtel pour une petite surprise avant le vol de retour. Kevin était rayonnant, clairement satisfait de sa victoire de la veille, qui m'avait amené à reconnaître mes contraintes financières. « Quel genre de surprise, oncle Jerry ?» demanda-t-il avec ce sourire condescendant familier. « J'espère que ce n'est pas trop cher. Tu as déjà assez dépensé ce week-end. »« Oh, je suis sûr que tu trouveras ça intéressant, » répondis-je calmement en regardant ma montre. À 11h pile, Harrison Mitchell entra dans le hall de l'hôtel, portant un porte-documents en cuir italien et vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que ce que Kevin gagnait en 2 mois. Mon avocat personnel depuis 15 ans avait cette présence imposante qui venait du fait qu'il représentait certains des hommes les plus riches du pays. Monsieur Patterson me salua Harrison d'un ton formel. « J'ai apporté les documents que vous avez demandés hier soir. » Kevin fronça les sourcils, clairement déconcerté par l'apparition d'un avocat manifestement coûteux lors de notre modeste voyage en famille. « Excusez-moi, » interrompit Kevin, « mais qui êtes-vous exactement ?»« Harrison Mitchell, de Mitchell et Associates, » répondit-il de manière professionnelle. « Je représente les intérêts commerciaux et personnels de Monsieur Patterson depuis de nombreuses années. »« Intérêts commerciaux ?» Kevin rit nerveusement. « Quels intérêts commerciaux ? Oncle Jerry est à la retraite. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à démanteler le monde de Kevin, pièce par pièce. « Harrison, pourriez-vous expliquer à ma famille la nature exacte de mes intérêts commerciaux ?» Harrison ouvrit son porte-documents et en sortit une liasse de documents. « Certainement. Monsieur Patterson est l'actionnaire majoritaire de 3 entreprises de logistique qu'il a vendues entre 2005 et 2015 pour un montant total de 147 millions de dollars. » Le silence qui suivit fut absolu. Kevin avait pâli de manière visible, la bouche légèrement ouverte tandis qu'il assimilait l'information. De plus, continua Harrison, imperturbable, il détient un portefeuille d'investissements diversifiés évalué actuellement à environ 83 millions de dollars, comprenant des participations dans 17 entreprises technologiques et des propriétés commerciales dans 6 États. Linda laissa échapper un petit soupir. Patricia regardait tour à tour son mari et moi avec une compréhension et une horreur grandissantes. « Ce n'est pas possible, » murmura Kevin, d'une voix presque inaudible.
Il conduit une vieille Ford. Il vit dans une maison modeste. C'est un mécanicien. En fait, l'interrompis-je doucement, j'ai créé ma première entreprise de logistique à 27 ans avec un prêt de 5 000 $. Mon expérience en mécanique m'a aidé à comprendre l'entretien des flottes, qui est devenu ma spécialité concurrentielle. Harrison sortit d'autres documents de son dossier. En ce qui concerne les propriétés pertinentes pour ce voyage, M. Patterson est actionnaire minoritaire de cet hôtel, avec une participation de 60%. Il est également propriétaire du Gulfstream G650 que vous avez utilisé pour venir ici. Kevin devint livide. Il possède quoi? Le jet n'est pas loué, expliquai-je calmement. Je l'ai acheté il y a 3 mois pour 8,5 millions de $. Content. Kevin s'affala dans un fauteuil du hall, son monde s'écroulant autour de lui. Mais pourquoi? Pourquoi vivez-vous ainsi? La maison, la voiture, les vêtements? Parce que la valeur réelle n'a rien à voir avec l'ostentation, Kevin. C'est quelque chose que vous n'avez jamais compris. Harrison sortit une enveloppe scellée de son porte-documents. Monsieur Patterson, voici les documents révisés que vous avez demandés. Je pris l'enveloppe, sentant son poids. À l'intérieur se trouvaient les documents qui allaient complètement retirer Kevin de mon testament, redirigeant 80 millions de $ vers des institutions caritatives éducatives. Kevin, dis-je d'une voix parfaitement calme, tu as passé tout le week-end à m'humilier, à me traiter comme un vieil homme pathétique qui essaie d'impressionner des gens qui se considèrent supérieurs à moi. Oncle Jerry, je ne savais pas. Commença-t-il désespérément. Non, tu ne savais pas. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont tu m'as traité quand tu pensais que j'étais vulnérable. Quand tu croyais être en position de force. Patricia regardait son mari avec un mélange d'horreur et de mépris que je n'avais jamais vu auparavant. Tu t'es moqué de ma générosité. Tu as remis en question ma compétence financière. Tu m'as fait me sentir petit devant ma propre famille. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti les documents, en les tenant de manière à ce que Kevin puisse voir l'entête légale. J'ai donc décidé que tu avais peut-être raison sur un point. Peut-être que je devrais être plus prudent avec mon argent. Kevin se leva de son fauteuil, la panique grandissant dans ses yeux. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Ce sont des modifications apportées à mon testament, Kevin. Des modifications qui te retirent complètement comme bénéficiaire de tous mes biens. La réalité frappa Kevin comme un coup de massue. 80 millions de $. Un héritage dont il ignorait l'existence 5 minutes auparavant et qu'il découvrait maintenant avoir perdu à cause de sa propre cruauté. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il, le visage désormais complètement blanc. En fait, intervint Harrison d'un ton professionnel, en tant que propriétaire unique des biens en question, M. Patterson a toute autorité légale pour les distribuer comme il l'entend. Kevin regarda désespérément autour de lui, cherchant un soutien qui ne viendrait pas. Linda pleurait en silence. Patricia s'était éloignée physiquement de lui, manifestement en train d'assimiler la véritable nature de l'homme qu'elle avait épousé. Ce que Kevin ne réalisait pas, c'est que son humiliation ne faisait que commencer. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» cria Kevin, sa voix résonnant dans le hall élégant de l'hôtel. Plusieurs clients se retournèrent pour observer le spectacle que mon neveu était en train de donner. « Je suis votre famille. Je suis votre sang. » Harrison resta impassible, observant la scène avec le professionnalisme de quelqu'un qui avait été témoin de nombreuses réactions similaires au fil des ans. Patricia s'était encore éloignée de Kevin, clairement mortifiée par le comportement public de son mari. « Kevin, tu fais une scène », murmura Linda, essayant de le calmer. Une scène. Kevin se tourna vers sa mère, les yeux sauvages de désespoir. « Maman, il vient de me prendre 80 millions de $. 80 millions. Tu comprends ce que ça signifie? Ça signifie, interrompis-je calmement, que tu subis enfin les conséquences de tes actes. » Je signai les documents révisés du testament sur la table basse du hall, tandis que Kevin observait chaque mouvement de mon stylo comme s'il regardait sa vie s'effondrer au ralenti. « Oncle Jerry, s'il te plaît, supplia-t-il en tombant à genoux à côté de moi. Je peux changer. Je peux être différent. Donne-moi juste une chance de te prouver que je le mérite. » La transformation fut instantanée et choquante. L'homme arrogant qui venait de passer 48 heures à m'humilier était maintenant littéralement à genoux sur le sol en marbre d'un hôtel 5 étoiles. « Kevin, dis-je doucement en baissant les yeux vers lui, tu as eu 32 ans pour montrer qui tu es vraiment. Et tu l'as montré. » Harrison rangea les documents signés dans son dossier. « Les documents seront enregistrés aujourd'hui même, Monsieur Patterson. Les associations caritatives seront informées du versement des fonds cette semaine. » Kevin pâlit encore plus. « Des organisations caritatives? Vous donnez mon argent à des étrangers? Ce n'est pas votre argent,
Kevin. Ça ne l'a jamais été. Et oui, je donne tout à des programmes éducatifs qui enseignent la mécanique et l'ingénierie à des jeunes défavorisés. Je souris légèrement. Des jeunes comme moi à l'époque. Des jeunes que des gens comme vous jugeraient incapables de réussir. L'ironie ne lui échappa pas. L'argent que Kevin pensait que je n'avais pas allait servir à aider exactement le genre de personne qu'il méprisait. Patricia retrouva enfin sa voix. Jerry, je dois m'excuser pour mon mari. Je ne l'ai jamais vu agir ainsi auparavant. En fait, Patricia, répondis-je gentiment, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Vous n'y avez simplement jamais prêté attention. Elle baissa les yeux, sachant que j'avais raison. Des années de petite cruauté, de remarques condescendantes, d'humiliations subtiles qu'elle avait choisi d'ignorer. Linda s'approcha, les larmes aux yeux. Jerry, je suis désolé. J'aurais dû te défendre. Linda, tu n'as pas à t'excuser pour les actes de ton fils. Chaque personne est responsable de ses propres choix. Kevin était toujours par terre, se balançant légèrement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. C'est bien réel, Kevin. Et c'est définitif. Harrison me tendit une copie des documents signés. Monsieur Patterson, y a-t-il autre chose à régler aujourd'hui? En fait, oui. Je sortis mon téléphone et passai un rapide coup de fil. Marcus, prépare le jet pour un décollage dans 1 heure. Seulement 3 passagers pour le vol retour. Kevin releva brusquement la tête. 3 passagers? Mais nous sommes 4. Plus maintenant. Patricia, Linda, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rentrer avec moi. Kevin devra trouver son propre moyen de rentrer chez lui. Le choc sur le visage de Kevin était total. Vous ne pouvez pas m'abandonner à Miami. Bien sûr que je peux. Vous êtes un adulte avec une carte de crédit. Je suis sûr que vous trouverez un moyen de rentrer chez vous. Patricia regarda entre nous deux, clairement partagée. Kevin, je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Patty, tu ne peux pas me laisser ici. Tu ne me laisses pas le choix, répondit-elle d'une voix plus ferme que je ne lui avais jamais entendue. L'homme que j'ai connu n'aurait pas traité sa famille de cette façon. Linda prit Patricia dans ses bras en signe de solidarité. Tu auras toujours un endroit où rester chez moi jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux faire. 2 heures plus tard, nous étions dans les airs. Patricia et Linda étaient assises ensemble, discutant à voix basse des événements de la journée. Je m'assis seul, regardant par les hublots du jet que Kevin avait qualifié de trop cher pour mes moyens. Mon téléphone vibra, signalant une série de SMS de Kevin. Oncle Jerry, s'il te plaît, reconsidère ta décision. Je t'en supplie. Suivi de « Tu ne comprends pas ce que cela signifie pour moi. » Puis, je vais te poursuivre en justice. Ça ne restera pas comme ça. Je supprimai tous les messages sans répondre. Au cours des semaines suivantes, les tentatives de Kevin sont devenues plus désespérées. Il s'est présenté chez moi à 3 reprises, où il a toujours été poliment mais fermement éconduit. Il a appelé Linda en pleurant, la suppliant d'intercéder en sa faveur. Il a même engagé un avocat pour tenter de contester le testament, mais il s'est rapidement rendu compte qu'il n'avait aucun fondement juridique. Patricia a emménagé temporairement chez Linda. Au cours de nos conversations pendant le dîner, elle m'a révélé des détails sur leur mariage que je n'avais jamais remarqués. Comment Kevin la rabaissait constamment quand il pensait que personne ne faisait attention. Comment il contrôlait les finances familiales et la rendait reconnaissante pour les luxes qu'il finançait avec ses cartes de crédit. J'ai toujours su qu'il avait ce côté cruel, a-t-elle admis un soir, en jouant nerveusement avec son alliance. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il le montrerait à toi. Toi qui as toujours été si généreux avec nous. 6 mois plus tard, Patricia a demandé le divorce. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus regarder Kevin sans se souvenir de la façon dont il m'avait traité quand il pensait que j'étais vulnérable. S'il peut traiter un membre de sa famille comme ça, m'a-t-elle expliqué, quelle garantie ai-je qu'il ne fera pas de même avec moi quand j'aurai besoin de lui? Les organisations caritatives qui ont reçu mon héritage ont commencé à transformer des vies presque immédiatement. Je recevais des rapports trimestriels sur l'avancement des programmes. 500 jeunes inscrits en première année, un taux de réussite de 80%, 95% d'insertion professionnelle après l'obtention du diplôme. Chaque lettre de remerciement que je recevais avait plus de valeur que tous les mots de gratitude que Kevin aurait pu m'offrir. Marcus, 18 ans, a écrit « Monsieur Patterson, le programme m'a sorti de la rue et m'a donné un métier. Je gagne maintenant plus en 1 mois que ma mère en 3. » Jennifer, 20 ans, a envoyé des photos de son premier atelier. Vous m'avez appris que la mécanique n'est pas un travail d'homme ou de femme, c'est un travail pour ceux qui ont du talent et de la détermination. Linda et moi sommes devenus plus proches que jamais.
Nos conversations hebdomadaires se sont transformées en dîners réguliers, où elle partageait sa honte de ne pas avoir réalisé qui j'étais vraiment, et je partageais mes réflexions sur la famille, l'argent et le respect. Vous auriez pu nous parler de votre richesse il y a des années, m'a-t-elle dit lors d'un de ces dîners. Pourquoi? Ai-je demandé. Pour que vous me traitiez différemment à cause de l'argent. Le respect qui vient de la peur de la pauvreté n'est pas un vrai respect, Linda. C'est de la commodité. Elle a acquiescé pensivement. Kevin l'a appris de la pire manière qui soit. Kevin a fait son choix. Quand il a pensé avoir du pouvoir sur quelqu'un qu'il considérait comme inférieur, il a choisi la cruauté. Cela en dit long sur son caractère. Quant à Kevin lui-même, Linda me donnait sporadiquement des nouvelles. Son entreprise de conseil avait fait faillite après que l'histoire de la façon dont il avait traité sa famille s'était répandue dans le milieu des affaires de notre petite ville. Personne ne voulait faire affaire avec quelqu'un connu pour humilier les proches qu'il avait aidés financièrement. Il a trouvé un emploi dans la vente d'assurance dans une ville à 2 heures de route, où personne ne connaissait son histoire. La BMW a été reprise par la banque. La maison a été vendue pour couvrir les dettes de cartes de crédit. Il a emménagé dans un petit appartement et conduisait une Corolla d'occasion. Il demande parfois de vous, m'a confié Linda lors d'un de nos dîners mensuels. Il veut savoir si tu lui pardonnerais un jour. Le pardon n'a rien à voir avec lui, Linda. Il s'agit de mon choix de ne pas garder de rancune. J'ai pardonné à Kevin depuis longtemps. Mais le pardon ne signifie pas que la confiance est rétablie, ni que les conséquences disparaissent. 2 ans après Miami, j'ai reçu une lettre manuscrite, sans expéditeur. L'écriture était celle de Kevin. Oncle Jerry, commençait la lettre, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire après tout ce que j'ai fait. Je sais que mon comportement était impardonnable. Je ne t'écris pas pour te demander de me rendre ton argent ou pour te supplier de me donner une seconde chance. Je t'écris pour te dire que tu avais raison à mon sujet. J'étais cruel, arrogant et je me sentais supérieur sans aucune raison. Tout perdre m'a appris qui j'étais vraiment, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'essaie d'être une meilleure personne maintenant. Pas pour regagner quoi que ce soit, mais parce que j'ai enfin compris qu'être une bonne personne est une récompense en soi. Merci de m'avoir appris la leçon la plus chère et la plus importante de ma vie. J'ai gardé la lettre dans un tiroir de mon bureau. Je n'y ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Patricia s'est remariée 2 ans plus tard avec un enseignant du secteur public qui la traite comme une reine. Elle m'invite à tous les événements familiaux importants et prend toujours le temps de me remercier de lui avoir ouvert les yeux sur ce qu'est vraiment une relation saine. 3 ans après Miami, j'ai ouvert mon 4e centre de formation technique, celui-ci étant spécifiquement axé sur les énergies renouvelables. Lors de la cérémonie d'inauguration, des dizaines d'anciens élèves des autres programmes étaient présents, beaucoup accompagnés de leurs familles, tous désireux de raconter leur réussite. Pendant mon discours, j'ai regardé cette assemblée de jeunes pleins d'espoir et leurs familles fières, et j'ai pensé à Kevin. Non pas avec colère ou satisfaction vengeresse, mais avec la compréhension sereine que certaines personnes ont besoin de tout perdre pour trouver leur véritable valeur. La formation technique, ai-je dit à l'auditoire, ne consiste pas seulement à apprendre un métier. Il s'agit d'apprendre que votre valeur en tant que personne ne dépend pas de l'argent que vous avez ou de la position que vous occupez. Elle dépend de la façon dont vous traitez les autres, en particulier ceux que vous considérez comme inférieurs à vous. Après la cérémonie, une jeune femme nommée Lisa s'est approchée. « Monsieur Patterson, puis-je vous demander pourquoi vous faites cela? Pourquoi dépensez-vous autant d'argent pour aider des inconnus ?» J'ai souri en repensant à la question que Kevin m'avait posée de manière si différente 3 ans auparavant. Parce que j'ai découvert que la seule richesse réelle que l'on puisse avoir est celle que l'on partage. Tout le reste n'est que des chiffres sur un compte bancaire. Aujourd'hui, je conduis toujours ma Ford vieille de 10 ans, je vis toujours dans ma maison modeste, je porte toujours des chemises à carreaux et des jeans délavés. La différence, c'est que maintenant, je le fais en sachant que la valeur personnelle n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. Le jet reste dans le hangar, disponible lorsque j'en ai besoin pour me rendre dans les centres de formation ou pour faire de petits voyages avec Linda et Patricia. Mais j'ai découvert que voyager avec des personnes qui me respectent sincèrement est infiniment plus agréable que de partager le luxe avec ceux qui me méprisent. Kevin a appris à ses dépens que sous-estimer les gens peut coûter bien plus cher que de l'argent. Cela peut tout coûter. Mais au final, c'est peut-être la leçon dont il avait le plus besoin. Si cette histoire de famille, de respect et de conséquences vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires de personnes qui ont découvert que juger les autres sur leur apparence peut être l'erreur la plus coûteuse de leur vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Kevin, il travaillait comme bénévole le week-end dans un programme d'alphabétisation pour adultes. Linda a dit qu'il semblait enfin avoir trouvé un sens à sa vie en aidant les autres plutôt qu'en se sentant supérieur à eux. Moi? Eh bien,
Je viens de signer les papiers pour construire 5 centres de formation technique supplémentaires dans des communautés qui ont besoin d'offrir des opportunités aux jeunes talents. Certaines leçons valent 80 millions de dollars. Et certaines personnes parviennent à les apprendre, même après avoir payé le prix fort.